L'eau, on en boit tous les jours, on l'utilise pour tout, on a l'impression de la connaître par cœur, et pourtant, c'est peut-être la substance la plus commune et en même temps la plus mystérieuse sur Terre. Et si on avait encore beaucoup à apprendre sur elle? Alors voilà une question qui peut paraître un peu folle. L'eau peut-elle avoir une mémoire? Ça sonne presque comme de la science-fiction, je sais. Mais c'est pourtant l'idée au cœur d'une technologie qui prétend que l'eau, ce n'est pas juste un liquide inerte. Elle pourrait stocker et transmettre des informations. Une sorte de disque dur liquide, en quelque sorte. Bon, entrons dans le vif du sujet. Regardez bien ces deux images. À gauche, de l'eau du robinet, tout ce qu'il y a de plus classique. À droite, c'est la même eau, mais qui est passée dans un appareil de vivification Grander. La différence, elle saute aux yeux, non? Et attention, il ne s'agit pas de filtration. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour essayer de comprendre, voilà notre plan de match. On va commencer par l'expérience de tous les jours, puis on verra ce que ça donne à grande échelle, dans l'industrie. Ensuite, on remontera à l'origine de l'idée, au fond d'une mine, pour finir par ce que la science, la vraie, commence à en dire. Allez, c'est parti. Première étape, une eau différente. On va s'intéresser à ce que les gens rapportent, les effets concrets, tangibles qu'ils observent chez eux après avoir installé cette technologie. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, la liste est assez impressionnante. L'eau serait plus douce, plus agréable sur la peau, dans les cheveux, le café, les aliments, tout aurait meilleur goût, les plantes, elles aussi, sembleraient plus heureuses, plus robustes, et puis il y a ce détail qui interpelle, les animaux qui, eux, n'ont pas d'effet placebo, choisiraient instinctivement cette eau. Sans parler des tuyaux moins entartrés ou du fait d'utiliser moins de produits ménagers. Ça commence à faire beaucoup. Et il y a aussi des histoires personnelles, des témoignages vraiment forts, comme celui-ci, sur des problèmes de peau qui paraissaient sans solution. Bien sûr, ce sont des anecdotes, mais c'est ce genre de récit qui, au départ, a attiré l'attention. La question, c'est, est-ce que ça tient la route quand on passe à une plus grande échelle? Alors justement, direction la ferme et puis l'usine. Là, on ne parle plus de ressenti, mais de chiffres, de résultats qu'on peut mesurer et qui ont un vrai impact sur la production et les coûts. Moi, 90%, c'est énorme. On est ici chez un producteur alimentaire en Italie. Après avoir installé la technologie Grandeur, ils ont pu réduire leur utilisation de chlore liquide de 90%. C'est juste une baisse drastique de produits chimiques. Et ce n'est pas tout. Cette même entreprise a complètement arrêté d'utiliser 10 tonnes d'acide citrique chaque mois. Ça leur servait à conserver les salades. Imaginez un peu les économies, et surtout la quantité de produits chimiques en moins dans la chaîne alimentaire. On change complètement de décor. Une ferme avicole au Royaume-Uni. Le tableau de départ n'est pas beau à voir. 32 000 poules stressées, bruyantes, qui se piquent entre elles et perdent leurs plumes. L'enfer. Et puis, on leur donne de l'eau vivifiée. Le résultat, d'après les observateurs, est spectaculaire. Les oiseaux deviennent calmes, le piquage s'arrête. C'est le jour et la nuit. D'accord, des poules plus calmes, moins de calcaire, moins de chlore, c'est bien, mais comment ça marche ce truc? C'est la question à 1 million. Pour y répondre, il faut remonter à la source. Et cette source, elle se trouve au fond d'une mine. Tout commence avec cet homme, Johann Grander, un naturaliste autrichien. Il y a plus de 40 ans, dans une vieille mine de cuivre à Jotzberg, il est tombé sur une source d'eau très spéciale, une eau qui était restée protégée sous terre pendant des millénaires. Pour lui, cette eau avait quelque chose en plus, une sorte de vitalité, une structure exceptionnelle. Il l'a baptisée l'eau d'information. Alors, le principe de sa technologie, c'est de transférer les propriétés de cette eau d'information à l'eau courante. Comment? Dans les appareils Grandeur, il y a cette eau spéciale, mais dans un circuit complètement fermé, l'eau du robinet ne fait que passer à côté sans jamais la toucher. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de transmission d'informations qui réorganise la structure de l'eau traitée et lui redonne ses capacités naturelles. Tout ça sans électricité ni produits chimiques. Une transmission d'informations dans l'eau, je sais ce que certains peuvent penser. Ça sonne un peu ésotérique, et pendant longtemps, le monde scientifique était, disons, très sceptique. Sauf que récemment, les choses ont commencé à bouger. La science s'y est intéressée de très près. Cette phrase est forte. Elle résume bien le changement de paradigme. Ce qui passait hier pour une croyance un peu étrange est aujourd'hui examiné et même validé par des recherches scientifiques sérieuses menées par des instituts indépendants. Le tournant, c'est le travail de Wetsus, un centre de recherche européen de pointe sur l'eau. Ce ne sont pas des amateurs. Ils ont étudié des appareils qu'ils ont appelés Watercur Magnets. Et la nouvelle est tombée en 2024. Un des scientifiques a confirmé qu'il s'agissait bien d'appareils Grandeur. C'est crucial, parce que ça veut dire qu'on a des études indépendantes, publiées et validées sur la technologie elle-même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Premier point, une explication pour le calcaire. Les chercheurs ont vu que l'eau traitée favorise la formation de ce qu'ils appellent des dolops. Un nom un peu barbare, mais l'idée est simple. Ce sont des mini-particules de calcaire qui, au lieu de s'accrocher au tuyau pour former une croûte, restent en suspension dans l'eau. Et ça corrobore des décennies de témoignages d'utilisateurs. Deuxième découverte, et elle est peut-être encore plus fascinante, ils ont observé un effet probiotique.
En clair, le traitement ne tue pas les bactéries, bien au contraire, il semble favoriser les bonnes bactéries déjà présentes dans l'eau. Résultat, l'eau devient plus stable biologiquement, elle renforce sa propre capacité à s'auto-nettoyer. L'eau ne devient pas stérile, elle devient plus saine. Alors résumons, on a des expériences personnelles, des résultats industriels, la théorie du fondateur et maintenant des pistes scientifiques sérieuses qui commencent à émerger. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle. J'aime beaucoup cette analogie avec l'aspirine. Pendant des dizaines d'années, on savait que l'aspirine fonctionnait, mais on ne savait pas exactement comment. Ça ne l'empêchait pas d'être efficace. L'idée ici, c'est un peu la même. Même si la science n'a pas encore une explication complète pour tout, les effets, eux, sont bien là, mesurables et reproductibles. Finalement, quand on relie les points, des poules plus calmes en Angleterre aux études sur les Dolops aux Pays-Bas, on voit une convergence assez étonnante entre les observations de terrain et les découvertes scientifiques. Tout semble pointer dans la même direction, il se passe réellement quelque chose de fondamental au niveau de la structure de l'eau. Et ça nous laisse avec une dernière question. Quand une technologie produit des effets mesurables, de la baisse du chlore à la modification d'un écosystème bactérien, mais que le mécanisme complet nous échappe encore, est-ce que c'est la technologie qui est étrange ou est-ce que c'est notre compréhension de l'eau qui est tout simplement incomplète? C'est une question qui nous invite à regarder ce liquide si familier avec un regard peut-être entièrement nouveau.